L'origine de la vie, on l'a vu, se pose déjà en termes d'évolution. Des molécules aux macromolécules, des macromolécules à l'organisation cellulaire, de la cellule au métazoaire, des organismes simples aux organismes complexes, des individus aux sociétés, nous gravissons insensiblement, mais sans cesse, nous gravissons les niveaux successifs d'une complexité croissante, sans qu'on puisse d'ailleurs dire exactement où se trouve l'origine et également où se trouve le passage d'un seuil. La jeunesse de l'homme a commencé bien avant ce qu'on appelle l'hominisation, et c'est très très loin dans le passé qu'on trouve la progressive naissance de nos traits originaux. Or, la pensée, l'intelligence sont parmi ces traits originaux qu'on attribue à l'homme. Enfin, disons que l'homme s'est attribué à lui-même. L'homme est un animal, mais un animal raisonnable, dit-on. La conscience est, dit-on encore, le fait de l'homme. Alors, jusqu'où faut-il remonter, Joël de Ronet, pour trouver les racines de la pensée? Car pour aborder ce point qui est un peu délicat, ce que nous avons appelé dans cet entretien l'émergence de la pensée, peut-être de façon un peu impropre, car effectivement c'est bien le problème de l'émergence qui se pose, c'est bien à partir de quel moment dans le processus d'évolution considéré jusqu'ici peut-on parler de pensée et en quels termes parler de cette émergence? Oui, je pense qu'encore une fois, là, il faut bien situer les niveaux des propos. On parle de l'émergence de la pensée, en tout cas, moi j'en discute ici avec vous. C'est un problème qui est traité par les anthropologues. J'ai voulu avec vous situer l'évolution dans son sens le plus général possible, en partant de la chimie, qui est un petit peu plus mon secteur, pour envisager des mécanismes généraux de complexification. Donc restons à ce stade et essayons de considérer ce que l'on pourrait appeler le problème des origines et le problème des seuils, dans lequel se situe tout à fait la question que vous posez de l'émergence de la pensée. Il faut considérer les systèmes complexes comme emboîtés les uns dans les autres, avec des niveaux de complexité différentes qui coexistent. Mais lors de la Révolution, ces niveaux sont apparus successivement, ils sont étirés dans la durée. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des étapes ou est-ce qu'il y a une continuité? La première constatation qu'on peut faire, c'est que il n'y a pas d'étape, au sens propre du terme, qui marque un saut quantitatif significatif. Et d'autre part, le problème des origines est un problème très grave parce que chaque origine est quelque chose de très tenu, d'un fil extrêmement mince qui ensuite se renforce, devient un câble, devient un faisceau, devient un réseau. Mais au départ, ce petit fil tenu est cassé et on a grand-peine à trouver la relation entre tel système et tel autre, entre tel niveau de complexité et tel autre. Donc déjà le problème des origines. Et puis ensuite le second, c'est celui des seuils. Est-ce que c'est parce qu'a posteriori, nous, humains, pensants, conscients, nous observons notre histoire que nous disons effectivement là il y a vie, là il y a pensée, là il y a pensée réfléchie? Ou au contraire, y a-t-il une sorte de continuum qui va de la vie à la pensée, de la pensée à la conscience réfléchie, de manière imperceptible, nous y mettant des frontières? Bon, c'est une question qui est posée. Moi, j'ai tendance à penser, en me référant au secteur que je connais peut-être un petit peu mieux, qui est celui des origines des systèmes vivants, comme je l'avais dit précédemment, qu'on ne peut pas parler d'origine de la vie avec un grand V, mais d'apparition progressive des systèmes vivants de manière multifactorielle, liés eux-mêmes à l'évolution de la planète à un moment donné. Vous voyez donc toutes les conditions qu'il faut mettre à l'émergence de la vie. Et l'on peut dire aussi que ce que l'on appelle la vie, ces réactions des systèmes vivants, cette originalité des systèmes vivants, cette émergence des systèmes vivants, était en quelque sorte préexistante dans la planète elle-même et son environnement. Les réactions chimiques existaient, les réactions photosynthétiques étaient en embryon, le flux solaire et son énergie baignaient la Terre, etc. Donc pour la pensée, on peut dire aussi qu'elle se manifeste de manière, entre guillemets, spectaculaire avec l'homme, puisqu'il y a conscience réfléchie, mais cette forme de pensée, cette forme d'intelligence frustre, puisqu'il faut bien l'appeler par un nom, existe chez les animaux, et existe même très probablement chez des espèces encore plus inférieures, comme des bactéries ou des amibes. Alors est-ce qu'il faut parler de l'intelligence d'une amibe? Non, je crois qu'on ne peut pas le dire. On ne fait que transposer de manière anthropomorphique ce que nous savons de l'intelligence. Mais c'est pour cela qu'il faut dire que cette amibe n'a pas, sur le plan cybernétique,
un certain nombre de fonctions qui contribuent au maintien de sa structure, qu'elle est capable de chercher, si c'est par exemple une algue unicellulaire photosynthétique, elle est capable d'aller rechercher la lumière d'où elle sait, entre guillemets, que c'est sa source de nourriture. Non, évidemment, puisqu'on le voit et qu'elle a un comportement, on peut même la dresser. Vous voyez donc, il faut être très prudent et beaucoup plus envisager des continuums que des seuils brusques et spectaculaires. De toute façon, on a depuis très très longtemps corrélé l'existence d'un système nerveux, particulièrement l'existence d'un système nerveux central, avec ce qu'on appelle la pensée. Et en général, le système nerveux a d'abord essentiellement été, au cours de l'évolution, un dispositif qui régule l'action immédiate, c'est-à-dire la capacité de se mettre en état de réagir à l'environnement. Oui, mais vous avez des cellules primitives qui n'ont pas de système nerveux et qui pourtant réagissent à l'environnement, se mettent en état de répondre à un stimulus, de fuir une substance dangereuse, d'être carrément conditionnées même par cette substance dangereuse. Elles n'ont pas de système nerveux. Et pourtant, on retrouve maintenant, depuis peu d'ailleurs, dans tout le règne vivant, des molécules, des peptides comme on les appelle, certains types d'hormones même, qui jouent un rôle, on le sait, au niveau du système nerveux comme agent médiateur chimique. Parce que, contrairement à ce qu'on pense souvent, le système nerveux et le cerveau ne sont pas une machine électronique au sens de l'ordinateur, mais beaucoup plus une machine chimique, donc, qui fonctionne à partir d'une série de substances que l'on commence petit à petit à découvrir. Eh bien, certaines d'entre elles, on les retrouve, ces substances, dans des organismes extraordinairement primitifs. On ne sait pas encore tout à fait le rôle qu'elles jouent, mais ce sont quand même des précurseurs qui jouent un rôle dans notre système nerveux actuel. Donc on ne peut pas dire que parce qu'un organisme n'a pas de système nerveux au sens d'une autre, il n'est pas capable de répondre à un stimulus et qu'on ne peut pas le conditionner. Alors est-ce qu'il pense, entre guillemets? Est-ce qu'il a une certaine forme d'intelligence, entre guillemets? Là encore, les mots sont trop lourds puisqu'on les charge de notre valeur à nous. Il faudrait trouver presque d'autres mots pour parler des capacités de ces micro-organismes à survivre, à maintenir leur structure. Moi, je crois que ce n'est pas gênant de parler de capacité d'autorégulation, d'autonomie, de finalité au sens cybernétique du terme, c'est-à-dire assurer les conditions qui permettent de maintenir sa structure. Et en regroupant tout cela, on arrive à avoir une petite idée de ce que peut être le mécanisme, entre guillemets, intellectuel d'un micro-organisme. Alors, cela dit, en acceptant précisément tous les préliminaires que vous venez de préciser, il arrive un moment de l'évolution où il y a une corrélation directe entre la complexité du système nerveux et la complexité des réactions possibles, c'est-à-dire la capacité de réagir de façon plus complexe. Et d'une certaine façon, d'abord de réagir de façon immédiate, puis ensuite de réagir de façon médiate, c'est-à-dire secondairement, avec une certaine capacité, comme on dit maintenant en empruntant à l'intelligence artificielle, avec une certaine capacité de simulation. Alors on peut peut-être essayer de remonter les degrés de cette complexification pour voir justement comment ça se passe et à partir de quel moment on peut raisonnablement parler d'une pensée très près de la pensée de l'homme. Oui, vous avez raison de dire qu'il faut remonter ces étapes les unes après les autres. C'est extrêmement difficile, évidemment. Beaucoup de personnes s'y attachent. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas mon domaine direct, mais on peut encore une fois continuer à penser en termes de complexification de systèmes complexes. Un des éléments qui caractérise notre capacité à répondre à la grande variété des stimulations de l'environnement, c'est notre capacité à mémoriser, d'une part, stocker des quantités très importantes d'informations, et d'autre part, d'avoir dans notre cerveau une représentation, un graphe, en quelque sorte, multiple, du monde extérieur. Et ayant à la fois cette capacité de mémorisation, ce graphe des représentations du monde extérieur qui résulte du câblage que nous avons à la naissance pour certaines fonctions instinctives, mais qui résulte aussi de l'apprentissage que nous avons eu de cet environnement, il nous est possible de simuler des situations. Et à une vitesse très très grande. Il y a une très grande fluidité des interrelations dans notre cerveau entre les différentes zones, qui nous permet donc d'apporter au stimulus de l'environnement, et voire même à ces agressions, une palette extrêmement variée de réponses. Vous savez aussi qu'une des lois fondamentales de la cybernétique, qu'on appelle la loi de Ashby, dit que plus un système est varié, plus il est stable, plus il a une stabilité dynamique. En d'autres termes, plus sa capacité de réponse variée à l'environnement est grande, plus ce système a des chances de survivre dans l'environnement dans lequel il se trouve. C'est un peu notre cas. Nous sommes tellement malléables et adaptables que nous pouvons être poissons, voler, creuser, sans avoir pour ça des griffes, des nageoires ou des ailes. Et donc nous avons cette multitude de capacités d'adaptation qui est en même temps engrammée dans notre cerveau et qui nous permet à chaque fois
de porter une expérience comme une référence. Ça, c'est un des éléments acquis, et vous aviez raison aussi de mentionner l'intelligence artificielle, c'est qu'on essaye aujourd'hui d'apprendre à les machines la relation entre des informations, les liaisons entre des informations, c'est-à-dire ce qui fait le propre de la connaissance. La connaissance étant des relations entre des informations très, très diverses. Le savoir-faire, en quelque sorte. Est-ce que tout ceci débouche à un moment donné obligatoirement sur le fait que l'on sait qu'on sait ? Encore une fois, c'est complètement graduel. Je veux dire, il est impossible de mettre une frontière en disant à cet endroit-là, l'homme tout d'un coup est né parce qu'il sait qu'il sait. Aujourd'hui, les études des anthropologues montrent que les racines de l'homme se prolongent tellement bas dans celles des grands primates qu'on a du mal, encore une fois, à trouver le chaînon manquant, comme on l'appelait à l'époque. Mais il est un fait, alors là, indéniable, pour vous comme pour moi, comme pour ceux qui nous écoutent, qu'à partir d'un moment donné, l'être ou les êtres qui savent qu'ils savent, donc à un moment donné où la conscience devient réfléchie, se renvoie sur elle-même, marque un seuil qualitatif considérable. Alors prenons-le comme un seuil qualitatif et non pas comme un seuil quantitatif, et considérons qu'à partir de ce moment ou de ces moments, l'homme, sachant qu'il sait, se distingue, émerge, se distancie par rapport à la nature autour de lui. Ce très beau mot de Vercors dans son livre « Les animaux dénaturés » m'a toujours beaucoup frappé, parce que l'homme est un animal dénaturé. L'animal et la nature ne font qu'un, il est au premier degré, mais l'homme, en sachant qu'il sait, se dénature avec tous les problèmes que ça lui pose vis-à-vis des animaux qui l'entourent. Vous avez utilisé l'image de la poupée russe à propos justement de la composition des systèmes complexes. Or, à l'instant, vous dites également que les racines de l'homme plongent profondément dans des archaïsmes animaux, etc. Il est vrai que du point de vue du système nerveux central, si on en croit MacLean et si pour le moment les travaux que MacLean avait faits n'ont pas été démentis, on retrouve au moins 3 niveaux de cerveau dans le cerveau de l'homme. Le reptilien, le mammifère et le cerveau appartenant proprement à l'homme. Est-ce que ça vous paraît être une bonne indication, justement, de ces étages différents ? Oui, je pense que ça indique une succession d'étages, d'évolutions. Cette notion du cerveau en couches concentriques, en couches d'oignons, avec la partie la plus primitive qui contrôle les instincts fondamentaux, boire, manger, copuler, le plaisir, la peur, la soif, le sommeil. Et puis ensuite les autres systèmes plus récents, dont le tout dernier, le cortex, capable d'intégration, d'abstraction, est une théorie qui est maintenant solidement ancrée. Et effectivement, elle tient compte d'un certain nombre d'interrelations entre les zones du cerveau, elle tient compte aussi d'un certain type de relation à l'environnement, mais elle n'est pas à elle seule porteuse de cette notion de conscience réfléchie. Et encore une fois, si vous voulez, quand on aborde les systèmes complexes, on est toujours confronté à notre approche analytique qui va avoir tendance à faire 2 choses. La première, c'est d'établir dans le temps une chronologie, c'est-à-dire une logique du temps, entre une cause et des effets. Et d'autre part, cette conception analytique tend à vouloir isoler un élément de son ensemble pour l'étudier séparément. Or, il n'est pas compréhensible s'il est isolé de son contexte. Et effectivement, nous avons une grande difficulté à nous débarrasser de ces 2 tares, ce que j'avais appelé dans le macroscope le chronocentrisme en quelque sorte, la cause toujours précédant les effets, mais les effets aussi rétroagissant sur la cause, ce qui est beaucoup plus difficile, et la nécessité de considérer les niveaux de complexité en même temps et les interrelations entre eux. Par exemple, si un automobiliste est agressé dans la rue, il voit quelqu'un qui arrive face à lui avec une manivelle à la main, ses yeux enregistrent un signal qui immédiatement est analysé dans la zone corticale correspondant à la vision, lequel va déclencher action de quelqu'un menaçant par le système hypothalamus, hypophyse, sécrétion d'hormones de stress, adrénaline, construction des vaisseaux, libération de glycogène du foie, glucose dans le sang, accélération du cycle de Krebs pour produire de l'énergie, pour fuir, lutter, etc. Donc on peut à tous les niveaux étudier ce stimulus de la menace au niveau affectif. Il y a des gens qui ne vont pas du tout réagir, d'autres qui vont donner un coup de poing, d'autres qui vont fuir. Au niveau physiologique, sécrétion d'hormones. Au niveau même cellulaire et moléculaire, la mitochondrie se met à fabriquer plus d'ATP, c'est-à-dire d'énergie biologique. Et puis on peut remonter les feedbacks jusqu'au niveau du cerveau qui, ayant soit donné un coup de poing à l'adversaire qui s'écroule, soit ayant pris les jambes à son cou et donc ayant changé d'environnement, se fait plaisir, en quelque sorte, par l'élimination du danger. Et donc revient à un état d'homéostasie et de rééquilibre. Vous voyez, il m'a fallu quand même quelques phrases pour vous décrire toute cette situation. Imaginez les scientifiques de chaque discipline
les psychologues, les physiologistes, les biologistes moléculaires, les neurobiologistes, les endocrinologistes, les neuroendocrinologistes, qui vont chacun dans leur domaine étudier chacun de ces petits éléments. Et vont l'étudier en détail, dans des détails de plus en plus grands. La nature, elle est unitaire, complexe et multiple, et multifactorielle. Or, notre intelligence à nous, notre conscience réfléchie, elle est là quand même assez limitée, puisque nous ne sommes pas capables d'appréhender ces phénomènes dans leur totalité. Enfin, tout de même, il est peut-être licite, en faisant un parallèle entre les travaux qui se font actuellement en intelligence artificielle et puis cette tentative de découverte de ce que pourrait être la production de la pensée, que on voit dans un certain nombre d'instruments relativement archaïques des robots un peu bêtes qui font un certain nombre d'actions liées à des stimuli qui sont susceptibles évidemment d'enregistrer. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la sophistication des appareils, on peut s'apercevoir qu'après tout, dans l'évolution des animaux, il y avait aussi des gens qui avaient des centres qui étaient relativement archaïques et qui avaient une potentialité limitée. Et puis, on est arrivé vers des sophistications de plus en plus grandes. Et cette espèce de relation dialectique qu'il peut y avoir entre la recherche en neurophysiologie, enfin en neurologie, dans les neurosciences en général, et puis la recherche en intelligence artificielle, doivent pouvoir se conforter l'une l'autre pour qu'on arrive à comprendre un certain nombre de choses, sans absolument affirmer pour autant que le cerveau n'est qu'une machine. C'est une autre question. Hein. Bien sûr, mais vous avez raison de le mentionner parce qu'en fait, il y a non seulement l'approche robotique et intelligence artificielle, d'ailleurs purement mécanique et informatique, mais il y a aussi une approche biochimique et moléculaire très intéressante. D'abord, sur l'approche robotique et intelligence artificielle, il est vrai que ce que l'on a appris de la bionique, c'est-à-dire la simulation de phénomènes biochimiques ou biologiques par l'électronique dans les années 50, 60, 70, et qui se poursuit notamment dans le domaine militaire. Ce que l'on apprend des robots et de leur réaction à l'environnement, un robot qui reconnaît, qui se déplace, qui reconnaît un stimulus, qui recule, qui repart, qui explore un labyrinthe, ou l'intelligence artificielle qui consiste à enseigner à une machine un corps de savoir-faire, une base de données fondée sur l'expérience, et de lui apprendre à apprendre de sa propre expérience. Tous ces domaines nous en apprennent beaucoup sur le fonctionnement de notre propre cerveau et la manière dont nous raisonnons, dont nous arrivons à abstraire et dont nous avons des capacités logiques. Et puis il y a aussi, je dirais, cette étape fondamentale des 10-15 dernières années, celle de la neurobiologie moléculaire. C'est-à-dire de savoir comment se constitue ce graphe interne de notre représentation du monde, comment se constitue ce réseau multiple aux interactions en nombre illimité, qui est le propre de notre système nerveux central. Et là, les travaux récents des dernières années, notamment de l'école française avec Jean-Pierre Changeux, Danchin, Courrèges, ont conduit à une théorie très intéressante, vérifiée de plus en plus par l'expérience pratique, puisqu'on isole les molécules qui ont été prédites par la théorie, sur la manière dont se constitue ce réseau neuronal. Alors on peut le schématiser de la manière suivante. On considère qu'un neurone jeune se divise, se développe. Il a à sa surface des récepteurs, que l'on en qualifiera de récepteurs labiles, c'est-à-dire qu'ils sont pluripotentiels, ils peuvent encore donner des liaisons, des contacts avec des terminaisons d'autres neurones. Ces neurones vont donc constituer des liaisons entre eux, les synapses, à partir de ces récepteurs qui sont à la membrane, et puis le neurone va fonctionner à l'intérieur de ce réseau. Il va interagir avec le monde extérieur. Et en fonctionnant, il va produire un certain nombre de substances biochimiques qui vont ou non stabiliser les soudures, pour employer un terme de câblage électronique, qui vont stabiliser ces soudures, c'est-à-dire ces récepteurs. Et ainsi, de labile, le récepteur deviendra stable. Et stable pendant toute la vie. Pendant toute la vie, il va s'établir une connexion qui va correspondre à un réflexe, à un stimulus, à un comportement donné, dans des conditions données. Si par contre, le neurone ne fonctionne pas, c'est-à-dire s'il est privé de contact avec le monde extérieur, si la liaison entre toute une file de neurones ne se réalise pas, parce que l'enfant, par exemple, est privé dans son environnement des stimuli essentiels, à ce moment-là, le récepteur va dégénérer et il ne se produira jamais plus de connexion stabilisante. Donc, de labile, de stable et de dégénéré, le récepteur peut avoir une vie fondamentale soumise à des effets moléculaires qui va conditionner la complexité du réseau. Après une phase de foisonnement, on en arrive progressivement pendant toute la vie à une phase d'élimination. Des synapses vont s'éliminer, ne vont pas continuer à produire des contacts entre les neurones. En effet, pour qu'un circuit se constitue,
En se constituant, il en élimine un certain nombre. Exactement. Il y a des potentialités, voilà. Il y a un choix. Le choix s'opère par élimination. En fait, pour reprendre cette phrase de Jean-Pierre Changeux, on pourrait dire qu'apprendre, c'est éliminer. C'est éliminer la multiplicité des possibles pour se concentrer, en quelque sorte, et dépenser son énergie sur un certain nombre de potentialités réalisées dans le concret, qui conduisent à l'adéquation entre un être vivant et l'environnement dans lequel il se trouve. Cette théorie de complexification des réseaux est très intéressante parce qu'elle ne porte pas seulement sur les réseaux nerveux. On peut l'étendre à d'autres types de réseaux. On peut l'étendre aux réseaux immunitaires, on peut l'étendre aux réseaux enzymatiques, et même, comme certains l'ont fait, on peut l'étendre à une théorie des réseaux plus générale dans la société, dans la constitution des rapports, dans un système écologique ou dans un système social, un système humain. Pourquoi ? Parce que la grande question qui est posée, c'est comment un réseau se crée, se stabilise et se maintient. Et d'autre part, fondamental, comment chacun des nœuds du réseau joue un rôle sur l'évolution de l'ensemble du réseau et comment, en retour, l'ensemble du réseau contribue à la différenciation, à la spécialisation et au maintien de chacun des nœuds. C'est un problème très général qui commence aujourd'hui à être abordé par les mathématiques, par la simulation sur ordinateur, par l'expérimentation biochimique, et qui est, à mes yeux en tout cas, un problème fondamental des 10-15 années à venir dans les disciplines scientifiques pures, mais aussi dans les sciences humaines et les sciences sociales. Alors, pour terminer, est-ce qu'on ne peut pas essayer de franchir encore une étape dans la complexité, ou tout au moins dans la subtilité, c'est-à-dire, on a parlé de la pensée. On a aussi un peu parlé de la pensée réfléchie, puisque vous avez parlé de quelqu'un qui sait qu'il sait. Mais la conscience, c'est quelque chose d'encore plus subtil et sans doute plus difficile à définir dans ces termes, et les rapports de la conscience et du cerveau. Oui, alors là c'est très difficile effectivement, parce que c'est entaché de toute une série d'acquis, de comparaisons, de références. Jean-Pierre Changeux, dans son très beau livre « L'homme neuronal », a eu cette phrase que je cite à peu près de mémoire. Je m'excuse auprès de lui si ce n'est pas exactement la phrase, mais la conscience c'est le cerveau et le cerveau c'est la conscience. En d'autres termes, il y a une interrelation tellement étroite entre ce que le cerveau peut permettre comme flexibilité d'interrelation, comme complexité du graphe interne de représentation du monde extérieur et ce que l'on appelle la conscience. Et en d'autres termes, le fait d'être conscient aide notre cerveau à mieux se connaître de l'intérieur aussi, et par conséquent à pouvoir explorer ses différentes capacités et possibilités. Les deux sont tellement intégrés que l'on ne peut pas ramener l'un à l'autre. C'est très difficile ce que je dis là, parce que sous un angle réductionniste, on aura tendance à dire, mais pas du tout, c'est très simple, la conscience, ça n'est que des mécanismes chimiques dans des neurones et pas plus. En d'autres termes, le cerveau sécrète la conscience. Bien. Ou alors, non, pas du tout, comment voulez-vous dire ça? C'est impossible, la conscience est là, et puis elle est donnée, et le cerveau n'est qu'un support de cette conscience, et en aucun cas, l'esprit ne saurait se ramener à quelques mécanismes moléculaires. Ben c'est pas si simple, je veux dire, les deux cas sont faux, et encore une fois, la réalité se trouve dans le complexe, au milieu. Et pour ça, on n'a pas les outils logiques, et encore pas totalement les outils expérimentaux, pour arriver à débroussailler cet extraordinaire écheveau, avec au bout, de manière ultime, ce paradoxe suprême, c'est que si jamais nous arrivons quand même à comprendre comment fonctionne notre cerveau, c'est quand même un cerveau qui se comprend lui-même, et on ne sera jamais sûr qu'il fonctionne vraiment comme ça, parce qu'on peut vraiment dire qu'on est biaisé, puisque c'est notre cerveau qui se pense. Oui, le fameux théorème de Gödel, c'est-à-dire qu'un système ne peut pas se connaître lui-même, ou plus exactement, ne peut pas aller au-delà de simplement avoir conscience de lui-même. Oui, c'est à la fois une limitation et une ouverture. Parce que le théorème de Gödel, je dirais que c'est une sorte de trappe dans le grenier de la connaissance, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque le théorème de Gödel dit que pour appréhender une certaine logique, il faut une métalogique. Mais une fois que cette métalogique a appréhendé la logique, et donc l'a assimilée, l'a englobée, il faut une nouvelle métalogique pour réappréhender la précédente. Et par conséquent, par effet récurrent, on en est amené à continuellement s'échapper et à réfléchir. Mais sans vouloir se situer par rapport à qui crée la conscience ou qui ne la crée pas, c'est-à-dire le cerveau sécrétant la conscience ou la conscience étant un principe divin qui est donné, etc. Est-ce que les derniers travaux qu'on a pu faire, aussi bien, je le répète, en intelligence artificielle qu'en neurosciences, ne peut pas nous donner une certaine capacité d'une meilleure définition de la conscience ?
Malheureusement, les définitions sont toujours parcellaires. Elles sont un éclairage de la réalité sous un angle donné. Cette réalité est tellement complexe qu'elle nécessiterait un éclairage en multiples facettes, je dirais carrément kaléidoscopique. Et pour cela, c'est à la fois l'approche des neurobiologistes, l'approche des psychologues, l'approche des neuroendocrinologues qui est nécessaire. Et pour cela, je renvoie vraiment les auditeurs au très beau livre de Jean-Pierre Changeux, L'homme neuronal, qui est la première somme à la fois historique et scientifique de ce que l'on sait aujourd'hui de notre cerveau. Oui, si l'on en croit Pascal, l'homme est un roseau, mais un roseau pensant. Seulement, ce roseau-là, voilà qu'il est en train de transmettre un peu de sa pensée à des machines et de tisser entre elles toutes et lui-même un réseau de communication qui fait le tour du monde. Et voilà que toute la Terre se couvre d'un maillage où la pensée circule. La révolution intellectuelle engendrée par les découvertes intervenues dans la connaissance de la vie n'est pas achevée qu'une autre révolution semble déjà en marche. Et est-ce qu'on est bien en mesure d'apprécier tout le sens et toutes les conséquences de cette autre révolution? Est-ce que la planète entière va se mettre à penser ?